Bienvenue dans le monde de Looper. Cette vidéo se veut une petite introduction, mode d'emploi de l'application dans sa première génération. Une application qui peut paraître sinon un petit peu compliquée, bien qu'elle ne le soit pas tant que ça, et donc cette vidéo pourra peut-être simplifier un peu votre apprentissage. Looper est une application de live looping, c'est-à-dire d'enregistrement de boucles sonores, jusqu'à 64 dans une même session. Donc une session est en gros un morceau. Et une application qui permet donc de composer des morceaux à partir de ces boucles. De façon similaire à de nombreuses pédales de boucles ou d'applications de même nature, Looper vous permet d'enregistrer des phrases musicales et de les jouer en boucle immédiatement après l'enregistrement, en continuité. L'approche de Looper se différencie par contre un peu par sa cible, plutôt des musiciens live qui veulent non seulement enregistrer leurs idées ou leurs grooves, mais aussi expérimenter avec les structures. Elle se veut donc utilisée comme un mémo musical ou comme une station d'enregistrement plus professionnelle, en exportant les sons et les données de composition pour une utilisation des médias dans des applications de post-production plus habituelles comme Logic Audio, Pro Tools, etc. J'y reviendrai. Globalement, l'application se compose d'un écran relativement statique et ce dernier est subdivisé en plusieurs parties avec une certaine logique. Pour ceux qui ont le matériel adéquat, toutes les informations sont sur le site web de looper.net, donc loopr.net. La plupart des fonctions à l'écran ont un raccourci MIDI afin de pouvoir contrôler Looper sans avoir besoin d'utiliser l'interface graphique, car comme la plupart d'entre nous musiciens le savons, on a autre chose à faire en général avec ses mains ou à regarder que l'écran d'un téléphone ou d'un iPod, surtout quand on est en concert ou à fond dans une composition, dans le jeu d'une composition. Et là, je parle surtout des instruments analogues. Donc, commençons la description. Composer, c'est la partie tout en haut en noir, est la partie dédiée à la composition de morceaux à partir des boucles. Je vais y revenir un petit peu après, mais c'est là qu'on va dire dans quel ordre les phrases, car une session est composée de 4 phrases qui elles-mêmes comprennent chacune 16 pistes réparties en 4 groupes. Ça semble un peu compliqué, mais je vais y venir, que l'on pourra ensuite séquencer d'une manière ou d'une autre. Le reste de la moitié supérieure de l'écran comprend le mixeur et plusieurs affichages et boutons permettant d'interagir ou de se repérer en cours d'utilisation. Donc la barre du haut indique le titre de la session. En appuyant dessus, on peut l'éditer. Les Nixie, donc les affichages alphanumériques de ce type, le Nixie G indique quel est le groupe de pistes sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc le groupe 1 comprend les pistes 1 à 4, groupe 2, 5 à 8, 3, 9 à 12, 4, 13 à 16 respectivement. Le bouton avec le smiley à l'envers permet d'avoir des fonctionnalités, d'accéder à des fonctionnalités comme la réinitialisation d'une session, les préférences d'application qui sont assez nombreuses, d'exporter une session par email ou de charger une session préenregistrée localement. Les deux Nixie, il y en a un qui est éteint, P indique la phrase en cours. Donc, comme je l'ai dit avant, une session Looper comprend par défaut 4 phrases, donc pour permettre la composition de morceaux. Le Nixie de gauche indique la phrase en cours. Quand l'application est en lecture, la phrase à venir va être indiquée ici. Je vais aussi y revenir plus tard. Le bouton S est là pour sauvegarder. Donc en tout temps, vous pouvez sauvegarder la session en cours, sans interruption du son, notamment si l'application est en train de lire une musique, enfin une boucle. Les diodes ici indiquent l'état de chacune des pistes audio du groupe actuel. Donc rouge veut dire que vous avez sélectionné une piste qui a déjà été enregistrée, là c'est un morceau qui était préchargé. Vert veut dire que la piste a été enregistrée mais n'est pas sélectionnée. Si la diode est jaune, cela veut dire qu'une piste vide a été sélectionnée, et si elle est éteinte, c'est une piste non sélectionnée mais vide, comme nous pouvons le voir dans le deuxième groupe. Donc, voilà. L'intérêt d'avoir le rouge plutôt que le vert quand la piste est sélectionnée, c'est juste pour vous indiquer que si un enregistrement va être fait sur cette piste, vous allez perdre les données de la piste, les données préexistantes de la piste. Les boutons des pistes 1 à 4 là par exemple, ou respectivement des autres pistes dans les différents groupes, permettent de muter
les pistes. Les potentiomètres permettent de régler le volume de chacune des pistes. Ensuite, le bouton ici orange qu'on trouve au-dessus de la barre en métal permet de passer du mode looper, donc le mode d'enregistrement des boucles ou de lecture des boucles entre guillemets manuel, à un mode composeur où là les boutons se changent en bleu et donc là l'application va lire la séquence de composeur. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en cours de lecture. Donc ça permet par exemple de lancer un morceau et au milieu d'une partie de la structure de décider de vous mettre dans un mode manuel et de continuer à tourner en boucle ou de vous balader manuellement en attendant de reprendre la fin du morceau quand vous le désirez. C'est utile si vous avez un solo ou vous utilisez Looper dans des conditions de groupe et qu'il y a un peu d'improvisation qui a lieu. La barre métal, en la glissant vers le haut ou le bas, vous changez de groupe. Donc ça, on le voyait, vous l'avez déjà vu pendant que je commençais ma démonstration. Donc glisser vers le haut passe au groupe suivant, 4 groupes, vers le bas, groupe précédent. La moitié inférieure de l'écran, c'est là que vous allez faire la plus grande partie de votre travail. Ce sont les commandes de lecture et d'enregistrement principalement, mais aussi des données de tempo. Donc là, nous sommes sur un morceau qui avait déjà été préenregistré, donc qui a un tempo en gros de 101. La précision, vous verrez, le looper souvent a une précision qui va varier. Ça prend en fait en compte les micro-oscillations qu'il peut y avoir, notamment avec le MIDI. Mais à l'écoute, vous n'entendez pas grand-chose, mais ça permet une précision plus grande dans la synchronisation d'appareils externes. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est un peu inhérent, notamment à ce standard MIDI relativement ancien, qui marche très bien, qui est très robuste. Mais c'est tout simplement une indication pour montrer ces micro-oscillations qui ne sont pas audibles. Parfois, il pourrait y avoir de plus grosses oscillations si par exemple le CPU est surchargé, mais même sur un iPod compatible d'une des premières générations, compatible, c'est assez rare que le tempo change pour d'autres raisons que cette particularité de la norme MIDI. XNB, c'est Nixie ici, indique la signature rythmique, donc le nombre de valeurs subdivision, donc fraction d'une ronde. Ce n'est pas ici que je vais vous indiquer comment fonctionne le solfège, mais bon, signature rythmique habituelle, le nombre de fois, ça définit la durée avec le tempo complète total en temps d'une boucle de base. En appuyant sur ces Nixie, vous allez pouvoir changer ces données en fonction de l'état d'enregistrement. Par exemple, pour une session vide, vous pourrez changer le tempo ou pas, je vais le faire. Ça change un petit peu en fonction de l'état dans lequel l'application se situe. Là, par exemple, je vais me mettre à 90, je vais lancer l'enregistrement. Ça permettra d'avoir un métronome préalable à votre premier enregistrement. Les triangles, en fait, sont les potentiomètres de volume global d'entrée, volume global de sortie. Les M permettent de muter ou non ces entrées et sorties, donc toc, toc, voilà. Personnellement, je préfère le double-clic sur les barres, ça a la même fonction que d'appuyer sur M. Je trouve juste c'est un peu plus intuitif avec les doigts. Là, je vous fais la démonstration avec une souris, mais en utilisant l'interface tactile, je trouve le double-clic plus pratique, mais chacun fait comme il veut. Le bouton R permet d'enclencher ou non la fonction d'enregistrement. Donc ça n'enclenche pas l'enregistrement lui-même, mais ça met en marche, comme on peut le voir là, une session vide, ça met en marche la fonction d'enregistrement. Au moment où je démarrerai, par exemple ici, toc, l'enregistrement. Donc d'abord il y a plusieurs tours de métronome à vide. Ça c'est indiqué dans les préférences centrales de l'application. Donc là je pense 4 par défaut. Et après l'enregistrement va démarrer, là comme on le voit, et s'arrêter parce qu'on est en mode synchrone après un tour. Donc le bouton R permet un petit peu d'enregistrer, pas enregistrer. Voilà. Vous pouvez changer du mode d'enregistrement, pas enregistrement un peu. C'est assez standard par rapport au matériel d'enregistrement que vous connaissez déjà. Le bouton central, comme vous avez vu, la diode centrale permet de lancer la pause, je dis bien lancer la pause ou démarrer la lecture. Car le bouton d'en bas indique si vous êtes dans un mode synchrone ou asynchrone de lecture-enregistrement.
Par défaut, c'est un mode synchrone, c'est-à-dire que les commandes sont appliquées uniquement en fin ou début de boucle, pour préserver le groove, pour préserver le tempo et la continuité rythmique. Donc là, je lance la pause, la diode passe au jaune, avant de s'arrêter en fin de boucle. Donc ça maintient vraiment la structure, la signature rythmique lorsque vous faites la lecture. Même chose pour l'enregistrement, si j'enclenche un enregistrement, maintenant qu'on a déjà enregistré, il n'y a plus de précompte, on voit que l'enregistrement n'a démarré qu'au moment où on était en début de boucle. Si j'enlève la synchronisation, donc là je rentre en mode asynchrone avec la flèche décalée par rapport au trait, les commandes sont immédiates au moment où on appuie. Très utile dans certains cas, mais la plupart du temps on reste en mode synchrone. Enfin personnellement je reste en mode synchrone. Les boutons plus et moins permettent de passer d'une phrase à l'autre. En appuyant plusieurs fois, on a des modes de clonage de son, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Toutes les informations sont sur le site web ou dans l'aide de l'autre côté. Et le bouton, voilà, pour l'interrogation, j'ai cliqué dessus. Ça permet d'avoir accès à l'aide. Ou sur les versions iPad de la génération 1, ça vous renvoie sur le site web. Voilà. Donc, je pense que j'ai passé en revue les principales fonctions de Looper. Ça vous permettra peut-être de démarrer de manière plus facile dans le feu de l'action et dans la composition. Ah non, j'ai oublié Composer en haut. Donc même principe, vous cliquez sur les barres, vous pouvez déterminer quels sont les différents steps, donc le S, les différentes étapes de votre composition. Donc là, je veux la partie 1, partie 1, partie 2, partie 1. Je peux changer, je peux mettre que je veux d'abord partie 1, partie 2, partie 2, partie 1. Et ensuite, en glissant en haut, en bas, la dernière partie, ça permet de dire, enfin la dernière Nixie, ça va faire que quand on est dans ce mode-là, Looper ne va pas jouer simplement la boucle à l'infini, mais va jouer d'abord la phrase 1, ensuite la phrase 2, ensuite la phrase 2, ensuite la phrase 1, et le tout sera répété 3 fois, donc au total 4 fois. Voilà, donc le séquenceur composeur de base pour créer des morceaux. Cette fois-ci, je pense que j'ai fini cette introduction vidéo. J'en referai peut-être une un peu moins fouillie dans le futur. C'est à voir. Et peut-être des choses un peu plus précises. Je rentrerai peut-être un peu dans le détail. Mais en tout cas, merci de votre attention, d'avoir regardé et écouté cette vidéo en espérant qu'elle vous aide dans votre première approche de Looper. Et voilà, en attendant la nouvelle génération du logiciel qui devrait venir dans les mois qui suivent, là on a une bonne introduction de cette première génération de Looper. Merci encore et à bientôt. Amusez-vous bien.